Donc, avançons sur notre 4e joueur du jour. On peut aller sur Nicolas Batum, que toi, tu avais 3e de ton classement, c'est ça ? Oui. Et toi, tu avais 2e, donc Il j'imagine me semble que j'avais 2e, ouais. On va voir qu'est-ce qu'on en dit. Donc Batum, 10 saisons sur la décennie, 12 points de moyenne et 33 minutes de jeu sur l'ensemble de la décennie. C'est pas mal. En termes de minutage total, d'ailleurs, il est 15e meilleur de la décennie, avec plus de 22 000 minutes de jeu. Donc il est dans le top 15, il est même dans le top 30 en termes de matchs joués. Donc la longévité, elle est au rendez-vous. D'ailleurs, ça va être une de ses forces, on va en parler. Pas de récompense individuelle, ni All NBA, ni All Defensive. NBDraft.net, à l'époque, la comparaison, c'était Rudy Gay. Bon, voilà. Draft Express aussi, le meilleur scénario possible pour eux, c'était Rudy Gay. Et le pire, c'était Thabo Sefolosha. Finalement, tu fais un mix des deux, t'as Batum, quoi. C'est pas faux, oui. Les surnoms, Nick et Batman. Bon, voilà, du classique qu'on connaît. Pas trop de surnoms loufoques, pour l'instant, dans cet épisode. Et donc, son parcours, il a 22 ans au début de notre décennie. Donc, on l'a dit à l'instant, draft 2008. Il s'était pas vraiment imposé ces 2 premières années. 2011, il perd sa place de titulaire parce qu'il y a Gerald Wallace qui arrive en cours d'année. Mais il est quand même un des joueurs importants de cette rotation. Il y a du Wes Matthews, du Gerald Wallace, du Brandon Roy et donc Nick Batum qui est mine de rien à 31 minutes par match cette saison-là. Les playoffs éliminés au premier tour contre Dallas. 2012, il est à 34 matchs titulaires à peine sur 59, donc toujours pas titulaire installé, mais quand même plus de 30 minutes de jeu, donc il n'y a pas de souci quand même, il sort du banc, mais c'est un joueur quand même assez important. 2013, Gerald Wallace n'est plus là, il est enfin titulaire indiscutable, il est même à 38 minutes et demie par match, ce qui est un temps de jeu qu'on ne voit plus aujourd'hui en NBA en 2020-2022. Voilà, donc pas de playoff en 2013 parce que Portland n'est pas assez bon tout simplement. Et puis 2014, c'est enfin les playoffs pour Portland, 36 minutes de jeu pour lui, en rôle de 4e, 5e option on peut dire. En playoff ça bat Houston, c'est un peu un upset mine de rien avec le tir de Lillard, et ça tombe contre les Spurs au tour d'après. 2015, on est sur 33 minutes de jeu et malheureusement c'est l'équipe de Portland qui venait de faire le playoff l'année avant et c'est déjà la fin du cycle, mine de rien, avec LaMarcus Aldridge et Wes Matthews qui sont blessés pour les playoffs. Et donc voilà, donc l'équipe éclate à l'été 2015, du coup on fait péter tout ça et du coup lui se retrouve du côté de Charlotte et il fait une saison 2016 de très belle facture pour les Hornets à l'époque. 35 minutes de jeu, 15 points, 6 passes décisives de moyenne, donc assez complet. En playoff, ça sort contre Miami au premier tour, une série qui est restée dans les mémoires, mais qui était assez un peu ennuyeuse, on peut le dire, je pense. Et puis Free Agency 2016, il signe un très gros contrat avec les Hornets, si je dis pas de bêtises, et malheureusement, c'est pas que c'est le début de la fin, mais c'est qu'ensuite les Hornets ne sont plus du tout compétitifs, donc lui il fait ses temps de jeu, finalement, il fait plus de 30 minutes en 2017, 2018 et 2019, mais pas de playoff. Et 2020, il fait à peine une 20aine de matchs. Et la période aux Clippers ne rentre pas dans notre décennie. Donc finalement, on a toute une deuxième moitié de décennie pas forcément top sur le plan collectif, on va dire. Pour te lancer un peu sur le profil, on peut dire que ça n'a jamais été évidemment un go-to guy ou un attaquant majeur même. Mais c'était un peu, je voyais ça un peu moi comme Batum, un peu la Rolls-Royce des role-players, si on peut dire. Oui, on peut dire ça. Et, je trouvais que c'était toujours quelqu'un qui, en attaque, avait vraiment ce rôle de facilitateur. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas votre créateur, mais de par sa qualité de shoot, de par aussi une bonne vision du jeu, un jeu sans ballon, aussi au niveau des coupes, qui peut être assez intéressant et à peu près, je dirais, une vision du jeu, mais aussi voilà en termes de placement, déplacement et tout, et même un petit tir en mouvement qui a jamais été digne des spécialistes, mais qui était pas absent non plus, du moins suffisamment bon pour qu'il soit utilisé. En mouvement, tu veux dire en sortie d'écran notamment, pas et un peu en pull-up aussi, mais moins quoi. Exactement quoi, mais quelqu'un qui était clairement à l'aise pour bouger autour de la ligne à 3 points. Vous appeliez pas forcément des systèmes pour Batum, mais clairement c'était quelqu'un qui était assez à l'aise, que vous limitiez. Si on prend l'image avec PJ Tucker, vous aviez pas du tout besoin de limiter l'utilisation offensive de Batum à, je dirais, un spot ou vraiment un jeu un peu statique. C'est quelqu'un que vous pouviez faire bouger assez facilement. En plus, ses capacités athlétiques font que mixé sur du cut, si vous jouiez un peu trop le shoot,
il y avait la possibilité pour lui de prendre le backdoor, de prendre à contre-pied et d'avoir une course qui pouvait mener au alley-oop derrière, quoi. Donc c'est vrai que offensivement, il y avait vraiment quelque chose de très complet. Vraiment dommage que ce joueur n'ait jamais pu construire un dribble digne de ses autres attributs, qui notamment, je dis pas qu'il avait une excellente vision du jeu, mais vous auriez plus, je pense, profiter de ses capacités de créateur si le dribble lui avait amené à pouvoir, balle en main, se déplacer plus facilement dans une attaque. Ça leur a fait passer de créateur tertiaire à secondaire, voire primaire parfois, quoi. Peut-être pas primaire, mais secondaire, Ouais. clairement. Ouais. Et défensivement, c'est toujours été difficile pour moi, même encore aujourd'hui, d'avoir une bonne idée défensivement de Batum, qui, je pense, n'a jamais vraiment été un stopper défensivement. Ouais. Mais quelqu'un qui, par contre, avait une capacité, un spectre pour switcher qui était quand même assez large. Et c'est dommage, limite, qu'il a été dans des équipes qui n'aient pas plus en profité, je pense. Ou du moins, peut-être que ses capacités athlétiques, ses meilleures années n'étaient pas encore des années où on utilisait trop ce genre d'attributs, un peu dommage. Attends, parce que tu te souviens pas du switch-all de Nate McMillan en 2011, toi? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Mais je m'en suis jamais important, je me rappelle l'avoir trop vu, quoi. Parce que moi qui viens de revoir la série, je m'en souviens de ce switch-all. Je l'ai vu et j'étais très étonné, mais... c'est pas une blague, c'était vraiment fait? Ah oui, c'était vraiment du switch très, 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 très costaud, mais du coup, il se retrouvait partout. Mais je te rejoins un peu sur le côté, totalement même, en défense sur l'homme, il était plus extra polyvalent que excellentissime sur des match-up directs, quoi. Et bon, ça, tu vois, à vrai dire, sur l'homme, j'ai pas trop de doutes. C'est plutôt loin du ballon, où j'ai pas un souvenir d'un joueur qui avait ce côté très présent, côté faible. C'est pas du tout quelque chose que j'ai en tête. Pourtant, la vision du jeu et ce qu'il a montré du côté des Clippers devrait pointer malgré tout dans ce sens-là. Et c'est un peu l'une des inconnues où, si j'avais eu du temps pour préparer, j'aurais été pisté là-dessus, parce que c'est peut-être qu'on avait un joueur bien plus polyvalent, loin du ballon, que ce que je pensais. Et c'est une qualité qui pourrait le propulser dans le classement, suivant qu'elle est là ou pas, de manière très haute ou au contraire beaucoup plus basse, quoi. Justement, moi, c'est là où je suis peut-être du coup un peu en désaccord, et j'ai revu la série Portland-Dallas de 2011, et le constat que je faisais, c'est que d'une part, on a déjà un Batum qui, en tant que défenseur, a déjà un gros rôle sur ses playoffs, et c'était déjà le cas en saison régulière, mais donc il peut switcher sur un peu tout le monde, sur des petits, mais même sur Dirk Nowitzki, il fait pas mal de séquences en tant que match-up attitré de Nowitzki, il s'en sort pas mal. Alors, aussi bien que tu puisses t'en tirer contre Dirk Nowitzki de 2011, mais il s'en sort pas mal. Et l'autre constat que je faisais, et justement, moi, c'est là où je suis un peu en désaccord, parce que j'ai toujours beaucoup aimé ça chez lui, c'est la défense sans ballon, et notamment sur cette série où tout est un peu statique. T'as Gerald Wallace et Nico Batum qui sont les deux à faire des rotations un peu partout, quoi, un peu bouche-trou, là où tous les autres sont un peu statiques. Et du coup, j'ai toujours beaucoup aimé ce profil, on va dire, face au ballon, enfin sur l'homme en défenseur, encore une fois pas élite, mais bon, voire même très bon, avec sa taille, avec ses très longs bras et sa technique et sa discipline et tout ce que tu veux. Donc on va dire 7 sur 10 face au ballon, et 8 ou 9 sur 10 en défense sans ballon, j'ai envie de dire, où c'était pas non plus un playmaker de fou, qui avait des instincts incroyables et qui pouvait te créer des turnovers sortis de nulle part, ou voilà. Et ouais, la Gerald Wallace, quoi. Ouais, voilà. Et tu vois, même, voilà, tu regardes ces pourcentages d'interception, c'est pas la folie, quoi. C'est pas du Ben Simmons, c'est pas du Marcus Smart, c'est pas du Ty Bull, voilà. C'est pas ce playmaker défensif, mais c'est toujours quelqu'un qui, je trouve, faisait du bien dans ses rotations, qui était intelligent, bien placé, etc. Donc il y a ce côté-là que j'aime, et surtout, là où je pense, voilà. Par exemple, tu prends Robert Covington à son prime. Covington, je pense, est peut-être plus transcendant en défense, mais le côté qui était hyper appréciable avec Batum, c'était que en attaque, t'avais un vrai joueur, quoi. Alors, pas un go-to guy, peut-être même pas une option secondaire, mais on va dire quelqu'un qui en attaque était un porteur de balle tertiaire, qui faisait parfois des pick and roll, qui était un fluidificateur de jeu, comme tu dis, un
un facilitateur qui amène du flow, qui fait de l'extra pass, etc. Et c'est ça que, notamment, pas mal de d'ailiers 3&D typés défensifs n'avaient pas. C'était toutes ces qualités offensives. Et d'ailleurs, des qualités qu'on a vues à Portland, où il fait une quinzaine de points et 5 passes, je crois. Et même, ça a continué du côté de Charlotte. Et je crois qu'il y a une période de 5-6 ans, si je dis pas de bêtises, où en gros, il fait du 15 points, plus de 5 passes, et parfois même 6 de moyenne, et dans ce rôle de porteur-balle tertiaire, quoi. Et le seul problème, c'est que, en fait, dans la hiérarchie de Portland jusqu'en 2015, pardon, bah, il est troisième, quatrième option, et c'est parfait. Le problème, c'est qu'ensuite, à Charlotte, il a été propulsé dans un rôle un peu plus élevé, et c'est de là aussi que vient la déception, en plus du contrat, c'est que, bah oui, en fait, quand tu l'attends dans un rôle plus élevé, il n'était pas capable de l'assumer, mais c'est juste qu'il était malheureusement, il y avait personne pour être un peu au-dessus de lui dans la hiérarchie, quoi. Oui, et j'ai envie de dire, pour profiter au maximum d'un fluidificateur, d'un facilitateur, il faut les joueurs peut-être un peu moins, comment dire, polyvalents, mais quand même assez talentueux, qui permettent un peu, voilà, de profiter de ce jeu sans ballon et tout, parce que c'est des qualités qui peuvent être très bien mises en avant dans un effectif capable de jouer le titre. Plus vous allez descendre, moins vous allez être capable, fondamentalement, de profiter de ça, quoi. En plus, surtout si vous amenez les responsabilités avec, oui, ça ne sent pas la bonne utilisation du joueur. En plus, c'était un peu les années où on arrivait aussi vers un déclin un peu physique, notamment à la fin de la décennie, qui sera sauvé un peu aux Clippers avec un repositionnement encore un peu plus haut dans le spectre des positions. Mais tu vois, pas mal de monde se souviennent, et moi compris, se souvenaient d'une fin de carrière un peu catastrophique et tout. Bah, finalement, en 2017, 2018, 2019, il est à plus de 30 minutes par match. Et ça, j'ai pas ce souvenir, parce qu'il y avait un peu cette image de il est cata par rapport à son contrat et tout. Mais bon, il y a la saison 2019-2020 qui est là, C'est ça, ouais, c'est la seule. Ouais. associée avec le contrat, et l'impression un peu de déclin au vu de l'âge. Il avait été mis de côté par Borrego, il me semble, pour faire la place aux autres. Et oui, et preuve avec leur recyclage aux Clippers après que c'est ça, non, il y avait encore certaines choses, mais voilà, avec un joueur qui a décliné, hein, il faut pas se leurrer, mais dans un effectif qui est pour le coup plus qualitatif, on retrouve tout l'intérêt d'avoir un Nicolas Batum, quoi. Après, tu vois, en point négatif, avant de passer au positif peut-être, point négatif, c'est au niveau des playoffs. Il est à 900 minutes et quelques en playoffs. Et pour te dire, c'est l'équivalent sur la décennie de Joel Anthony, c'est l'équivalent de Enes Kanter, de Brandon Bass. Donc autant te dire que c'est pas beaucoup, quoi. Et finalement, il fait 27 petits matchs de playoffs sur toute la décennie. On rappelle, tout à l'heure, PJ Tucker était à 1600 minutes et 50 matchs. Et Batum, tu vois, il fait une série en 2011 où il sort du banc. Alors, il a un rôle important, il sort du banc, mais il finit les matchs. Mais bon, voilà, c'est une série en 2011 en premier tour. Il y en a deux en 2014 contre Houston et contre les Spurs. Il fait celle de 2015, mais finalement, contre Memphis, mais où les Blazers sont décimés. Et voilà, ça compte presque pas, quoi. Et ensuite, une en 2016 à Charlotte contre Miami. Et finalement, il n'y a que ça, quoi. Donc, c'est un peu, pour moi, le point négatif, c'est que on n'a pas eu autant d'impact qu'on aurait voulu. Et on mesure ça aujourd'hui, hein, l'impact cumulé. Finalement, en playoffs, ça manque un peu pour moi. Et puis, quand même, le point positif, et peut-être pourquoi je l'avais au-dessus de Ginobili, c'était que moins transcendant dans son rôle, mais quand même, quoi, avec des minutages beaucoup plus gros, avec des temps de jeu titulaires, notamment dans des équipes compétentes, et voilà, polyvalence d'une part, et longévité, quoi. Je l'ai dit, il est dans le 15e meilleur minutage de la décennie. Voilà, quand tu vois que Manu Ginobili était 180e et quelques de la décennie, pour moi, ça comblait un peu le gap. Est-ce que tu n'avais pas été étonné par son plus-minus offensif? Alors, je ne l'ai pas vérifié, dis-moi ce que tu as. Eh ben, on a quelqu'un qui, je veux dire, sur la décennie, qui doit faire une ou deux saisons à +1, mais on est régulièrement au +3, +4, voire +5, +6. Ce qui est très bon, hein, on précise. Ce qui est vraiment très bon. Alors, bon, ça, c'était toujours aussi grâce à des bons qui, pour le coup, n'étaient peut-être pas toujours ceux dignes de ceux de San Antonio. Mais mine de rien, quand je suis arrivé sur la page, j'étais assez surpris parce que bon, le plus-minus, alors, on sait à quel point ça peut être bruité et tout, mais on a un joueur qui a évolué dans des équipes différentes, dans des rôles différents. Et il y a un peu cette continuité où, je veux dire, il y a, sur sa carrière pour le coup,
Il y a juste en 2018-2019, là c'est en négatif, mais et il y a la saison dernière. Et sinon, c'est que des saisons en positif. Et je pense que la moyenne, on doit être autour des +3, +4, quoi. Et bon, voilà, il a passé beaucoup de temps important. Et peut-être que les titulaires jouaient beaucoup ensemble. On parlait de Nate McMillan, qui a un peu toujours gardé ce système de rotation au hockey, où il y a les 5 titulaires, puis il y a les 5 joueurs du banc. Terry Stotts aussi, d'ailleurs. Stotts avait aussi ça, donc l'explication tient peut-être là-dessus. Mais en tout cas, les chiffres offensifs, même globalement, sans être excellentissimes, sont vraiment de très bonne facture. Ça m'avait surpris parce que c'est pas ce qu'on retrouve en général pour, comme on disait, un joueur qui a évolué entre la 2e et 4e option d'une équipe aussi longtemps. On s'attend pas à retrouver de tels résultats. Ouais. Et du coup, classement. Je sens que t'as un peu évolué par rapport à Ginobili. Ou je me trompe? J'ai pas vraiment envie de la mettre devant Ginobili, je crois. Mais... Ah ouais? Après, c'est encore une fois, on arrive sur la pondération des minutes. Et... Pour moi, l'écart est quand même trop grand, quoi. Parce que tu le placerais où? Je pensais dans la zone un peu Serge Ibaka, qui peut-être en dessous, parce qu'Ibaka a quand même quelques années un peu pas transcendantes, mais presque en défense, quoi. Il fait 3 fois All Defensive First Team, etc. Ouais, tu le placerais devant Jrue Holiday. Je comptais remonter Jrue Holiday à peu près dans cette zone, en fait. Jrue Holiday, Kevin Love, je pensais éventuellement un jour les remonter un peu là. Vu que je sais que j'avais été un peu sévère avec Kevin Love et que Jrue Holiday, j'aimais bien aussi sa longévité. Mais ouais, tu vois, pas trop loin de Jrue Holiday, à peu près dans cette zone-là. Ça me paraît pas fou. Et ça me dérange pas de l'avoir devant Joel Embiid et Kevin Garnett qui ont été plus importants sur les 2 ou 3 années où ils ont été, mais qui ont été là que 3 ans, quoi. Ouais. Question de pondération quand on compte la valeur cumulée, quoi. Question de pondération, mais en même temps, on revient à ce qu'on dit en début d'épisode, c'est vrai que j'avais un peu Jokic par rapport à toi, donc peut-être que je minimise un peu la longévité par rapport à ce que tu fais. C'est vrai que moi, je l'aurais clairement en dessous de ce groupe. Mais non, voilà, je sais que je vois bien au fur et à mesure du classement que j'ai un peu une préférence côté pic par rapport à celle de la longévité et de manière un peu différente de toi, ce qui fait que moi, tu vois, même par rapport à Ginobili, je me pose la question parce que les années de Ginobili, même si on est en dessous de la 30aine minute, même si ça dure que 4 ou 5 saisons, je les préfère à celles de Batum. Mais par rapport à ton classement, et si je dois essayer de voir un peu ton référentiel, oui, je comprends pour le coup que tu le mettes au-dessus. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter Jrue Holiday et Kevin Love, que je veux le faire depuis plusieurs épisodes. Je vais le faire maintenant. Hop, comme ça. Donc, Serge Ibaka, Jrue Holiday, Kevin Love, au-dessus de Joel Embiid et Kevin Garnett. Parce qu'encore une fois, en termes de valeur cumulée, quand tu ajoutes les saisons, il y a quand même un problème. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on met Batum là ou est-ce qu'on met Batum même encore en dessous? Batum au-dessus de Carmelo Anthony? De loin, ça me choque pas énormément. Mais... Ça me choque pas énormément, mais en même temps, je te dis, il a pas non plus beaucoup de playoffs, Batum. Comment faire Ou alors je le mets avec à côté de Ginobili aussi. Vu ta pondération des minutes, je serais pas étonné qu'en effet tu le mettes au-dessus parce que voilà, Carmelo Anthony a de très bonnes saisons en tant que première option offensive, mais il y a aussi derrière un rôle important encore, mais une efficacité qui ne suit plus et pour le coup un jeu qui en dehors du scoring devient très 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 vite limité, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de Batum. Hein. Moi, je sais que par rapport à mon référentiel, je le mettrais derrière Anthony, mais bon. Écoute, on va faire ça et on verra si ça gueule dans le Discord ou pas. Il est possible qu'on reclasse Carmelo Anthony. Ouais, on va faire comme ça. C'est osé, hein, c'est osé. Est-ce que je le fais? Allez, on le fait. C'est parti. Bref, avançons. Petit quiz pour terminer, du coup. Qui est sur le terrain? Si tu veux bien. Tu vas me devoir citer des joueurs sur le terrain. Nous sommes le 2 décembre 2012. Et c'est un game winner de Nicolas Batum sur un match en 2 overtime contre Cleveland. Magnifique équipe, Cleveland 2012, tu t'en doutes? Oh là là, ça pue là.
Ça, c'est de très bonne facture. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? LaMarcus Aldridge, Ouais, Wesley Matthews, ouais. Damien Lillard. Oui, il est là. Ah, par contre, le 5e, ça va pas être rigolo. Qui était là avant Robin Lopez? Et qui était là et que quand Lopez est arrivé, c'est devenu une bonne équipe, et quand c'était lui, c'était une mauvaise équipe, notamment Je défensive. sais pas. Ben, c'est un ancien de Cleveland, justement. Ancien petit protégé de LeBron James. Poste 4-5, très massif, explosif. Oh putain, c'est J. Jackson. Oui, bordel. exactement. Je me rappelais plus qu'il était passé à Portland. Et oui, bah oui, quand lui il est là, l'équipe est pas bonne, et puis Robin Lopez arrive, et ça marche mieux. Pourtant, il prenait plus de rebonds, c'est bizarre. Hein. Et oui, comme quoi ça marche pas comme ça. et puis donc, Cleveland, il y a du beau monde, mais je suis un peu ironique. Waiters. Même pas. Alors, il n'y a même pas les évidents en plus. Il n'y a pas Waiters, il n'y a pas Kyrie, je suis désolé. Il n'y a pas Kyrie Irving. Non. Oh là là. Alors, il y en a un autre très haut choix de draft de 2011, du coup. 4e choix de 2011, la même année que Kyrie Irving. Ah putain, Tristan Thompson. Le pivot, c'est du classique, hein, traditionnel du côté de Cleveland depuis des années. Varejao est là, effectivement. À l'arrière, on a quelqu'un aussi qui était de la période Cleveland, LeBron James, la première. Un arrière shooter. Bobby Gibson. Exactement, Bobby Gibson. Ok. Un autre intérieur, bah oui, il n'y avait pas assez d'intérieur. Quelqu'un un intérieur qui avait des frères d'ailleurs, qui avait des frères qui ont joué aussi en NBA. Zeller, exactement. Mais je sais pas lequel. Hein. Un des Zeller, on va dire. Ok. Non, je crois que c'est Tyler Zeller, parce que Cody est encore à Indiana, à la fac d'Indiana, je veux dire, cette année-là. Et puis le 5e, c'est un ailier défensif de ces années-là à Cleveland, qui ensuite a fait des Pelicans, très grand, athlétique, très long. Ça m'étonnerait que tu t'en souviennes. C'était Alonzo G. Oula, oui. Voilà, c'était les belles années du Cleveland début 2010. C'était la période d'Alonzo G. Enfin, sacrée équipe. Hein. Sacrée équipe. Ouais. Surtout quand il n'y a pas ni Irving ni Waiters.